Daniel L. Davis. Daniel, merci beaucoup de nous rejoindre ici, dans Live Now from Fox. Hier, le président Trump a déclaré qu'ils allaient fixer les conditions pour mettre fin aux frappes. Que savons-nous à cette heure-ci? Pourquoi, selon vous, le président Trump a-t-il fait cela? L'Arabie saoudite et tous les pays du CCG, apparemment menés par Mohammed Ben Salman, ont dit « Ne faites pas ça. Ne lancez pas de frappe, parce que l'Iran a absolument garanti qu'il riposterait, non seulement contre les États-Unis, pas même seulement contre Israël, mais contre chacun de ces pays du CCG. Ils ont même publié une véritable liste de cibles, les installations qu'ils viseraient si le président Trump lançait la grande frappe dont il parlait, contre l'électricité iranienne, l'énergie iranienne, les infrastructures pétrolières, les usines de retraitement, et ainsi de suite. Ils ont dit qu'ils frapperaient automatiquement ces cibles. Et comme on l'a vu ces dernières semaines, quand l'Iran tire quelque chose, ça atteint sa cible. Je veux dire, avec une précision chirurgicale. Les systèmes de défense aérienne ne sont tout simplement pas capables d'abattre ce que les Iraniens envoient là-haut. Et cela provoquerait une perte catastrophique des flux pétroliers pour toute la région, ce qui bien sûr affecterait l'ensemble de l'économie mondiale. Et on m'a dit, selon une certaine source, qu'il criait. Mohammed Ben Salman criait réellement après le président Trump en disant « Ne faites pas ça, parce que ce serait trop difficile pour nous et que cela causerait aussi des problèmes à tout le monde. » Et je pense que le président Trump l'a finalement reconnu. Et je sais aussi qu'il y avait des gens au sein de la Maison-Blanche qui disaient au président « Enfin, vous avez vu que publiquement, le général Brankovich a déclaré cette semaine, ou du moins cela a été rapporté dans le Washington Post, que nous n'avons pas suffisamment de moyens navals pour défendre à nous seuls à la fois les intérêts américains et israéliens au Moyen-Orient. » Le général Kane aurait également dit, il y a environ une semaine, que nous n'avons pas assez de missiles intercepteurs ni de missiles offensifs, et que nous ne réussirions pas de toute façon. Même si nous les frappions, cela ne les forcerait pas à rouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense donc que tout cela, pris ensemble, a fait comprendre au président Trump que ce serait un effort futile et que cela retarderait notre capacité à rouvrir le détroit au lieu de l'accélérer. Et vous avez évoqué cette conversation qui aurait potentiellement eu lieu entre des dirigeants saoudiens et le président Trump ces tout derniers jours. Quelle influence l'Arabie saoudite a-t-elle? Est-ce qu'ils sont écoutés par le président plus qu'ils ne l'étaient au cours de ce conflit qui dure depuis 5 mois? Je veux dire, je ne pense pas que ce soit davantage, mais ça doit être beaucoup. Regardez, nous venons de mener une frappe conjointe avec l'Arabie saoudite contre les PMF, les forces de mobilisation populaire en Irak. Nous les aidons parce que nous ne voulons pas que le détroit de Bab el-Mandeb soit fermé. Nous voulons les aider contre les Houthis, potentiellement même. C'est probablement ce que nous faisons, avec du soutien en renseignement, etc., parce que c'est aussi dans notre intérêt. Ils ont donc beaucoup d'influence dans cette région. Et évidemment, ce sont les plus grands producteurs, en termes de volume de pétrole qu'ils extraient. Il est clairement dans notre intérêt de les garder de notre côté. Mais il est aussi dans notre intérêt que ce pétrole continue de circuler. Et si entreprendre cette action ne servait pas un intérêt américain majeur et les faisait reculer, alors ce ne serait tout simplement pas une bonne décision. Oui, et nous verrons combien de temps cela tiendra, parce qu'on a déjà vu ce genre d'appel à mettre fin aux frappes, avant que les conflits ne repartent de plus belle. Y a-t-il des signes indiquant que cette pause pourrait être plus durable que certaines de celles qu'on a connues par le passé? Vous savez, il est trop tôt pour le dire. J'aimerais pouvoir l'affirmer, parce que je tiens à dire avec force
que d'un point de vue strictement militaire. Toutes ces frappes, tout ce dont nous disposons, tout ce que nous avons essayé pendant 40 jours, puis durant 2 mois de blocus, puis pendant 13 jours de frappes consécutives. Il n'y a rien de nouveau que nous puissions frapper, que nous n'ayons pas déjà frappé auparavant sans réussir à l'atteindre. Cela concerne principalement ces villes de missiles, enfouies sous des montagnes de granit. Nos munitions ne pénétreront pas ces montagnes. Peu importe combien nous en tirons. Ce n'est donc pas une bonne direction à prendre. Et plus nous essayons de faire ce qui est militairement impossible à atteindre, plus nous aurons de problèmes. Parce que nous allons encore réduire nos stocks militaires et potentiellement étendre cette guerre à davantage d'infrastructures pétrolières qui ne peuvent pas être réparées rapidement. C'est ça le vrai problème. Quels sont les stocks dont dispose l'administration Trump? Ils refusent de donner le chiffre exact des missiles Patriot et des autres intercepteurs qu'ils ont pour défendre certains alliés du Golfe. Mais dans quelle mesure est-ce un facteur? La capacité des États-Unis à abattre ces menaces et les ressources et les moyens d'artillerie qu'il leur reste. Écoutez, regardez ce que les Iraniens ont fait pendant ces 40 jours. Ils ont riposté en permanence, en frappant nos cibles tout au long de ces 13 jours. Chaque fois que nous tirions quelque chose, ils tiraient en retour. Je n'ai donc vu aucune preuve montrant que leur capacité aurait diminué, en quoi que ce soit. Au contraire, cela paraît assez constant. Chaque fois que nous tirions, ils tiraient, et nous n'avons pas réussi à l'empêcher. Et tout ce sur quoi ils tiraient, bien sûr, ils l'ont atteint. Cela vous montre que, quel que soit le nombre réel d'intercepteurs dont nous disposons, aussi bas soit-il en train de tomber, même ce que nous avons n'est pas invulnérable. Et maintenant, des choses passent au travers. Alors imaginez si nous commencions à en manquer, ou si, Dieu nous en préserve, nous devions nous retrouver dans une guerre imprévue en Asie-Pacifique ou sur le théâtre d'opérations européen. Vous voyez que ça pourrait poser un énorme problème. Nous devons donc penser au-delà de ce qui se passe au Moyen-Orient et prendre en compte nos besoins de sécurité plus larges. Oui, et le dispositif dans la région, avec certains de ces moyens qui se trouvaient peut-être ailleurs dans le monde et qui sont désormais au Moyen-Orient pour cela. Que faudra-t-il pour que les négociations prennent vraiment? On parle d'un cadre. On évoque le terme à la mode de paramètres d'un accord. Quels sont les éléments clés que vous recherchez dans cet accord et qui seraient bénéfiques pour les États-Unis? Écoutez, ce qui compte, c'est ce que les deux parties accepteront. Pendant des mois, avant la signature du protocole d'accord, j'ai dit dans mon émission que les positions publiques des deux parties étaient très éloignées. Elles affirmaient se rapprocher, mais ce qu'elles disaient restait très différent. Et j'ai dit que tant qu'il n'y aurait pas un document unique sur lequel tout le monde puisse se mettre d'accord, il n'y aurait pas d'accord et rien ne pourrait avancer. Mais nous avons fini par l'obtenir avec le protocole d'accord. Puis une fois qu'il a été signé, nous sommes partis dans une autre direction, avec des interprétations différentes du texte. À mon avis, il y a deux possibilités réalistes. La première, c'est qu'il va falloir revenir au protocole d'accord. Il va falloir faire tout ce qui nous était demandé et demander aux Iraniens de faire tout ce qui leur était demandé. Mais soyons honnêtes, quand on regarde ce mémorandum en 14 points, la plupart des choses exigeaient que nous fassions quelque chose d'emblée. C'est une voie. Elle est difficile, mais elle est au moins possible. L'autre voie, c'est simplement, en gros, de déclarer victoire. Le président Trump l'a laissé entendre à plusieurs reprises. Il a dit que nous les avions frappés si durement et causé tant de dégâts qu'il leur faudrait des mois pour s'en remettre, ou plutôt des années. Il a même dit des décennies avant qu'ils puissent s'en remettre complètement, et que les installations nucléaires, en particulier, avaient été gravement endommagées.
Nous avions des satellites braqués sur eux. S'ils essayent de les reconstituer, nous pouvons les éliminer, et ainsi de suite, puis simplement partir. Parce qu'alors, vous n'avez plus à vous soucier des négociations. Mais si quelqu'un pense que nous allons obtenir un nouvel accord plus avantageux pour nous que le protocole d'accord, il va être déçu. Car la partie iranienne voit le levier dont elle dispose avec ce détroit d'Ormuz. Désormais sous son contrôle depuis 153 jours consécutifs. Elle ne va pas y renoncer. Donc nous n'obtiendrons pas un meilleur accord. Oui, le président Trump a déclaré qu'ils allaient rouvrir le détroit d'Ormuz. L'Iran s'y oppose. À ce stade, y a-t-il le moindre signe indiquant que le détroit d'Ormuz est en train de rouvrir ou va bientôt rouvrir, afin d'autoriser les navires à le traverser? Non. En fait, j'ai consulté Kepler et plusieurs autres sources ce matin, et au cours des 48 dernières heures, un total colossal de 2 pétroliers est passé. Cela représente environ 4 millions de barils de pétrole sur 48 heures, au lieu des 27 à 35 millions de barils qui y passeraient normalement. Donc en gros, c'est un simple filet. C'est donc toujours fermé. Peu importe ce que les gens disent ou croient, le fait est que ça ne passe pas par là. Et ce qui leur permet de garder ça fermé, et à l'Iran d'en garder le contrôle, ce sont des moyens que nous ne pouvons pas neutraliser. Notamment ces villes de missiles, parce qu'elles peuvent tirer des missiles à longue portée ou envoyer des drones à longue portée, pratiquement quand elles le veulent. Il y a aussi les vedettes rapides, les torpilles et d'autres moyens encore, sans même qu'ils aient déployé toute leur capacité. Nous ne pouvons tout simplement pas tout arrêter. Donc, à moins que nous acceptions quelque chose qu'ils puissent eux aussi accepter, ils ne renonceront pas à ce contrôle. Et c'est une pilule difficile à avaler pour nous. Mais je ne vois pas d'autre issue. Très bien. Très bien. Ils ont interrompu les frappes. Le président Trump les a annulées, du moins pour le moment, affirmant qu'un cadre d'accord est en place pour mettre fin à la guerre en Iran. Lieutenant-colonel à la retraite, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre temps. Vous êtes en direct. Il tout remplir. Merci.